Dans le premier chapitre de Candide, le lecteur est présenté à Candide, un jeune homme naïf et optimiste qui vit au château du baron Thundertentronck en Westphalie. Candide a été élevé dans l'idée que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, une philosophie enseignée par son précepteur, le philosophe Pangloss. Selon cette doctrine, tout ce qui arrive est pour le mieux et que tout ce qui se produit dans l'univers est nécessaire et inévitable. Candide est décrit comme un personnage innocent, naïf et optimiste qui croit que tout va bien dans le monde et que tout est parfaitement juste et équitable. Il est tellement persuadé de cette idée que, lorsqu'il rencontre des situations difficiles ou malheureuses, il cherche à les justifier en se référant à la philosophie de Pangloss. Ce premier chapitre pose ainsi les bases du roman, qui sera une satire de la philosophie optimiste de Leibniz et de son idée selon laquelle tout dans l'univers est parfait et bien ordonné. En mettant en scène un personnage qui croit aveuglément en cette philosophie, Voltaire souhaite montrer les limites de cette vision du monde et les conséquences de cette naïveté dans un monde où la souffrance et la violence existent. Dans le deuxième chapitre de Candide, Candide tombe amoureux de Cunégonde, la fille du baron Thundertentronck. Cette passion réciproque pousse Candide à tenter d'embrasser Cunégonde, mais malheureusement ils sont surpris par le baron et Candide est immédiatement chassé du château. Cet événement marque un tournant dans la vie de Candide. En effet, il se retrouve confronté pour la première fois à la dureté de la vie et à la cruauté des hommes. Il se rend compte que son optimisme et sa naïveté ne peuvent pas lui permettre de résoudre tous les problèmes et que les conséquences de ses actions peuvent être graves. Ce chapitre met également en lumière les inégalités sociales qui régissent la société dans laquelle évolue Candide. En effet, le fait que Candide soit chassé du château montre que sa condition sociale de simple fils de noble ne lui garantit pas une place dans cette société. En somme, ce chapitre est important car il marque un tournant dans l'intrigue de l'histoire et montre les limites de la philosophie optimiste de Candide face aux difficultés de la vie. Dans le troisième chapitre de Candide, Candide rencontre Pangloss, son ancien précepteur et le philosophe du château où il a grandi. Pangloss explique à Candide que, malgré les événements tragiques qui ont eu lieu depuis leur dernière rencontre, tout est toujours pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Pangloss se réfère à la théorie de Leibniz selon laquelle le monde a été créé par un Dieu tout-puissant et que tout ce qui arrive dans le monde est pour le mieux. Cette philosophie est mise en doute par Candide, qui a été confronté à des événements qui remettent en question cette théorie optimiste. Malgré cela, Pangloss persiste dans sa conviction que tout ce qui arrive est pour le mieux. Il explique les événements qui se sont produits depuis que Candide a été chassé du château, notamment le tremblement de terre qui a détruit Lisbonne et causé la mort de milliers de personnes. Selon Pangloss, cet événement était nécessaire pour le bien de l'univers et que, par conséquent, il était pour le mieux. Ce chapitre montre comment la philosophie optimiste de Pangloss est mise en évidence par les événements tragiques qui se produisent dans l'histoire de Candide. Il souligne également la persistance de Pangloss dans sa conviction malgré les preuves contraires, ce qui peut être considéré comme une critique de la philosophie optimiste de Leibniz. Dans le quatrième chapitre de Candide, après avoir quitté Pangloss, Candide est capturé et enrôlé de force dans l'armée bulgare. Il est emmené dans un camp militaire où il doit subir un entraînement rigoureux avant d'être envoyé au front. Ce chapitre souligne la brutalité de la guerre et la façon dont les individus sont utilisés comme des pions dans les conflits armés. Candide est contraint de participer à une guerre qu'il ne comprend pas et dont il ne connaît pas les enjeux. Il est également victime de la violence et de la brutalité des soldats qui l'entourent. De plus, ce chapitre met en évidence le pouvoir absolu des autorités militaires qui peuvent enlever la liberté des individus et les contraindre à participer à des actions qui vont à l'encontre de leur volonté. Candide est forcé de partir à la guerre, malgré son désir de retrouver Cunégonde et de vivre une vie paisible. En somme, ce chapitre montre la façon dont les individus peuvent être utilisés comme des outils dans les conflits armés et les conséquences dévastatrices que cela peut avoir sur leur vie. Il souligne également le pouvoir absolu des autorités militaires et leur capacité à contraindre les individus à participer à des actions qui vont à l'encontre de leur volonté. Dans le cinquième chapitre de Candide, Candide déserte l'armée bulgare et se met en route pour retrouver Cunégonde. En chemin, il rencontre deux femmes, Paquette et la vieille. Toutes deux ont connu Pangloss et sont maintenant malheureuses. Paquette, une femme de chambre, a été séduite par Pangloss et a contracté la syphilis. Elle est maintenant obligée de se prostituer pour gagner sa vie. La vieille, quant à elle, est une ancienne noble qui a perdu toutes ses richesses et est maintenant réduite à la pauvreté. Ces deux femmes représentent les conséquences tragiques de la vie selon la philosophie optimiste de Pangloss. Pangloss avait enseigné à Candide que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, mais ces femmes ont été victimes de la réalité brutale de la vie. Ce chapitre souligne également la condition des femmes à l'époque de Voltaire.
Paquette et la vieille sont toutes deux des femmes qui ont été victimes de la violence masculine et qui sont maintenant obligées de se débrouiller seules dans un monde qui les opprime. En rencontrant ces deux femmes, Candide prend conscience de la réalité tragique de la vie et commence à remettre en question la philosophie optimiste de Pangloss. Il réalise que le monde est bien loin d'être parfait et que les individus sont souvent victimes de forces qui les dépassent. En somme, ce chapitre met en évidence les conséquences tragiques de la vie selon la philosophie optimiste de Pangloss, ainsi que la condition difficile des femmes à l'époque de Voltaire. Il montre également comment la rencontre de Paquette et la vieille conduit Candide à remettre en question sa propre conception du monde. Dans le 6e chapitre de Candide, Candide et Pangloss sont capturés par des soldats espagnols. Ils sont accusés d'être des ennemis de l'État et sont condamnés à être brûlés vifs sur le bûcher. Ce chapitre met en évidence les dangers de l'absolutisme et de la tyrannie. Les soldats espagnols n'ont aucune preuve concrète de la culpabilité de Candide et Pangloss, mais ils sont néanmoins condamnés à mort en raison de la suspicion des autorités. Ce chapitre critique ainsi la justice arbitraire et le pouvoir absolu des autorités qui peuvent prendre des décisions radicales sans même chercher à établir la vérité. De plus, ce chapitre souligne l'horreur de la torture et de la violence dans la société. Candide et Pangloss sont sur le point de subir une mort atroce, brûlés vifs sur un bûcher. Trouvent rapidement que leur richesse ne leur est d'aucune utilité. Ils rencontrent un sage vieillard qui leur explique que la véritable richesse réside dans la satisfaction de ses besoins vitaux et dans la sagesse. Leur voyage vers l'Amérique est semé d'embûches, ils sont attaqués par des sauvages et leur guide est tué. Candide, Cunégonde et la vieille finissent par arriver en Argentine où ils rencontrent le gouverneur, Don Fernando d'Ibarra, y Figora, y Mascarene, y Lampourdo, y Souza, qui s'éprend de Cunégonde et l'emmène avec lui. Candide se met alors en quête de retrouver Cunégonde et se retrouve à Buenos Aires, où il rencontre le frère de Cunégonde, le baron Thundertentronckh. Ce dernier lui apprend que Cunégonde est devenue la maîtresse du gouverneur et lui conseille de ne pas essayer de la retrouver. Candide, ne pouvant se résoudre à abandonner Cunégonde, décide de la retrouver coûte que coûte. Il découvre que Cunégonde et la vieille sont retenues prisonnières dans une maison close. Il les libère et tous trois décident de s'enfuir en compagnie du frère de Cunégonde. Le chapitre se termine sur l'arrivée de l'Inquisition et l'arrestation de tous les protagonistes. Dans ce chapitre, Candide et ses compagnons arrivent en Amérique du Sud et rencontrent un gouverneur, Don Fernando d'Ibarra y Figora y Mascarene y Lampourdo y Souza, qui tombe amoureux de Cunégonde. Il les invite chez lui et les traite très bien, mais Candide est jaloux et inquiet pour la sécurité de Cunégonde. Le gouverneur finit par demander la main de Cunégonde en mariage, mais Candide s'y oppose fermement. Cependant, le gouverneur insiste et Candide est obligé de le défier en duel. Candide le tue, mais est blessé dans le combat et doit s'enfuir avec ses compagnons. Cet événement marque un tournant dans la vie de Candide, car il réalise que l'amour et la jalousie peuvent mener à la violence et à la mort. Il est également choqué par la corruption et l'injustice du système colonial en Amérique du Sud. Dans ce chapitre, Candide et ses compagnons fuient dans la forêt après que Candide ait tué le gouverneur qui était obsédé par Cunégonde. Ils rencontrent ensuite un vieillard qui leur apprend l'histoire de son peuple, les Oreillons. Les Oreillons sont un peuple heureux qui ont la particularité d'avoir un seul pied. Le vieillard leur offre l'hospitalité et leur propose de rejoindre sa tribu. Cependant, Candide refuse et décide de partir avec Cunégonde et la vieille. En chemin, ils rencontrent un juge corrompu qui les dépouille de tous leurs biens. Candide est alors confronté à la dure réalité de la vie et commence à remettre en question l'optimisme de Pangloss. Finalement, il rencontre un marchand qui leur propose de les emmener à Venise en échange de leurs pierres précieuses. Dans ce chapitre, Candide et ses compagnons arrivent dans une colonie de personnes qui vivent dans la paix et la simplicité, sans avoir besoin de richesse ou de luxure. Les habitants de la colonie, appelés Oreillons, ont de grandes oreilles et un langage différent, mais ils accueillent chaleureusement les étrangers. Candide, Cunégonde et la vieille sont émus par la beauté de la vie simple et par la gentillesse des Oreillons, qui partagent tout ce qu'ils ont. Candide décide de rester dans la colonie avec Cunégonde et de cultiver la terre pour subvenir à leurs besoins. Cependant, leur tranquillité est bientôt perturbée par l'arrivée d'une armée espagnole, qui envahit la colonie et massacre les Oreillons. Candide et ses compagnons sont capturés et emmenés à Buenos Aires, où ils sont jugés pour le meurtre du gouverneur. Candide est sur le point d'être exécuté lorsque Cunégonde révèle qu'elle est la sœur du baron Thundertentronckh et qu'elle a une grande fortune. Le gouverneur espagnol, qui est lui-même en quête de richesse, décide alors de laisser Candide et ses compagnons partir en échange de l'argent de Cunégonde. Le chapitre se termine par Candide, Cunégonde, la vieille et Pangloss, qui est réapparu, embarquant sur un navire pour l'Europe avec leur fortune nouvellement acquise. Le chapitre 19 est assez court et sert de conclusion à l'histoire de Candide.
Candide rencontre un sage turc qui lui explique sa philosophie de la vie. Selon le sage, la vie est pleine de souffrances, mais il faut continuer à travailler et à cultiver son jardin, c'est-à-dire à s'occuper de ses affaires personnelles plutôt que de chercher à résoudre les problèmes du monde entier. Candide accepte cette philosophie et décide de se concentrer sur son propre bonheur plutôt que de chercher à résoudre les problèmes du monde. Le chapitre se termine sur la célèbre phrase « Il faut cultiver notre jardin », qui est souvent interprétée comme une critique de la philosophie optimiste de Pangloss et de l'idée que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Cette phrase est également interprétée comme une invitation à se concentrer sur les petites choses de la vie plutôt que de chercher à résoudre les grands problèmes du monde, une idée qui était assez nouvelle à l'époque où le livre a été écrit. En fin de compte, le livre de Voltaire peut être interprété de plusieurs façons, mais il reste une critique importante de la philosophie optimiste qui était populaire à l'époque et qui suggérait que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. En montrant les épreuves et les souffrances endurées par Candide et ses compagnons, Voltaire a réussi à remettre en question cette philosophie et à proposer une alternative plus réaliste. Simplement parce qu'ils sont accusés de trahison. Ce chapitre met ainsi en avant les dangers de la violence et de l'injustice dans la société. Enfin, ce chapitre marque un tournant dans le développement de Candide en tant que personnage. Avant cette scène, Candide a été relativement passif et a accepté la philosophie optimiste de Pangloss sans remise en question. Cependant, lorsqu'il est confronté à la violence et à l'injustice de la société, il commence à remettre en question ses croyances et à chercher une réponse à la question du mal. En somme, ce chapitre souligne les dangers de l'absolutisme et de la tyrannie, ainsi que la violence et l'injustice dans la société. Il marque également un tournant dans le développement de Candide en tant que personnage, car il commence à remettre en question ses croyances et à chercher des réponses aux questions qui le tourmentent. Dans le 7e chapitre de Candide, le personnage éponyme est sauvé de son exécution imminente sur le bûcher par un mystérieux bienfaiteur. Ce dernier le prend sous sa protection et l'emmène à Lisbonne. Lorsqu'ils arrivent dans la ville, Candide et son bienfaiteur assistent à un tremblement de terre dévastateur qui fait des milliers de morts. Candide est choqué par la violence et la destruction qui l'entourent, et se met à réfléchir à nouveau à la question du mal dans le monde. Ce chapitre souligne les dangers naturels qui peuvent frapper les êtres humains, indépendamment de leur mérite ou de leur innocence. Le tremblement de terre de Lisbonne est un événement qui a réellement eu lieu en 1755 et qui a choqué l'Europe à l'époque. Dans le livre, il sert de rappel brutal que le monde n'est pas toujours juste et que la nature peut être aussi impitoyable que les êtres humains. Le bienfaiteur de Candide, qui est un marchand, représente également un autre aspect de la société que Voltaire critique dans son livre. Les riches et les puissants peuvent aider les pauvres et les démunis, mais cette aide est souvent intéressée et peut même nuire à ceux qui la reçoivent. Le marchand qui sauve Candide a des motivations cachées qui ne seront révélées que plus tard dans le livre. En somme, ce chapitre souligne les dangers naturels qui peuvent frapper les êtres humains et critique la charité intéressée des riches et des puissants. Il sert également de rappel brutal que le monde n'est pas toujours juste et que la nature peut être aussi impitoyable que les êtres humains. Dans le 8e chapitre de Candide, le héros continue de faire face aux conséquences du tremblement de terre qui a frappé Lisbonne. Il est témoin de la souffrance et de la misère qui sévissent dans la ville après la catastrophe naturelle. Candide assiste notamment à une scène déchirante où une mère affamée dévore son propre enfant. Cette scène est l'un des moments les plus sombres et les plus violents du livre, et elle souligne l'extrême pauvreté et la misère qui règnent dans la ville. Le chapitre met également en lumière la réponse de la religion face à de tels événements. Les autorités religieuses de Lisbonne blâment les habitants pour leur immoralité, affirmant que le tremblement de terre est un châtiment divin pour leurs péchés. Cette réaction hypocrite et inhumaine est une critique directe de la façon dont la religion est utilisée pour justifier l'injustice et la souffrance. En outre, Candide rencontre un personnage nommé Martin, un pessimiste convaincu qui croit que le monde est fondamentalement mauvais et que la souffrance est inévitable. Le personnage de Martin sert de contraste frappant avec le personnage optimiste et naïf de Candide, et les discussions entre les deux personnages sur la nature du monde et le rôle de l'homme dans celui-ci sont au cœur de l'œuvre de Voltaire. En somme, ce chapitre montre la misère et la souffrance qui suivent le tremblement de terre de Lisbonne, critique la réponse hypocrite de la religion face à la souffrance et introduit un personnage pessimiste qui incarne une vision plus sombre de la condition humaine. Dans le 9e chapitre de Candide, Candide et Pangloss retrouvent Cunégonde à Lisbonne, mais ils découvrent qu'elle a subi des malheurs terribles depuis leur dernière rencontre. En effet, après avoir été chassée du château par son père, Cunégonde a été capturée par un régiment de soldats bulgares et a été violée et maltraitée par ceux-ci. Cunégonde raconte son histoire à Candide et Pangloss, et leur explique qu'elle a également été vendue à un marchand juif et qu'elle a été achetée et vendue plusieurs fois depuis.
Cette description de la condition des femmes est une critique directe de l'esclavage et de l'exploitation sexuelle. Cunégonde explique également que son frère a été tué pendant le tremblement de terre, que sa mère est morte de chagrin et que son père a été égorgé par les soldats bulgares. Cette succession de malheurs montre que même les personnages les plus privilégiés du roman ne sont pas à l'abri de la violence et de la souffrance. Malgré tous ces malheurs, Candide et Cunégonde décident de se marier. Cette décision montre la persévérance et l'optimisme de Candide, qui continue de croire que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, malgré toutes les preuves du contraire. En somme, ce chapitre est marqué par la rencontre de Candide et Pangloss avec Cunégonde, qui leur raconte les malheurs qu'elle a subis depuis leur dernière rencontre. Cette rencontre montre la dure réalité de la condition des femmes, ainsi que la persévérance et l'optimisme de Candide face à l'adversité. Dans le 10e chapitre de Candide, après avoir décidé de se marier, Candide et Cunégonde sont capturés par des pirates et vendus comme esclaves à Constantinople. Ils sont séparés l'un de l'autre et vendus à des propriétaires différents. Candide est acheté par un prince et est forcé de travailler dans ses jardins. Il retrouve également son ancien camarade d'armes, Cacambo, qui est maintenant esclave également. Ensemble, ils planifient leur évasion. De son côté, Cunégonde est achetée par un riche marchand et est forcée de devenir sa concubine. Elle est également soumise à la violence et à l'exploitation sexuelle, ce qui met en évidence la condition des femmes dans le monde de l'époque. Finalement, Candide et Cacambo parviennent à s'échapper et rejoignent Cunégonde à Constantinople. Ils réussissent également à récupérer les richesses qu'ils avaient emportées avec eux lors de leur capture par les pirates. Cependant, leur bonheur est de courte durée car ils sont bientôt confrontés à une série d'événements tragiques et inattendus, qui montrent à nouveau que tout ne peut pas toujours être pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. En somme, le chapitre 10 montre la capture de Candide et Cunégonde par des pirates, leur vente comme esclaves à Constantinople, leur évasion, ainsi que la condition des femmes et des esclaves à l'époque. Ce chapitre marque également un tournant dans l'histoire, car Candide et Cunégonde sont à nouveau réunis, mais leur bonheur est de courte durée. Dans le 11e chapitre de Candide, Cunégonde et Cacambo rencontrent Don Issachar, un riche marchand juif, qui est amoureux de Cunégonde et qui veut l'épouser de force. Candide se bat contre Don Issachar pour protéger Cunégonde, mais il est rapidement submergé par les gardes du marchand et est capturé. Don Issachar, qui s'avère être un homme influent dans la ville, propose à Candide de le laisser en vie s'il accepte de renoncer à Cunégonde. Candide refuse et préfère être tué plutôt que de renoncer à son amour pour elle. Juste au moment où Candide s'attend à être exécuté, il est sauvé par un autre homme influent de la ville, un derviche, qui s'oppose à la violence et à l'injustice. Ce dernier propose à Candide de le suivre dans les montagnes pour vivre en paix et en harmonie. Cependant, Candide refuse cette proposition et décide plutôt de poursuivre son voyage avec Cacambo et Cunégonde. Il quitte Constantinople et se rend en France, où il rencontre un homme puissant et mystérieux nommé Martin. En somme, le chapitre 11 de Candide montre l'amour non réciproque de Don Issachar pour Cunégonde, la capture de Candide et sa confrontation avec la violence et l'injustice, ainsi que son sauvetage par le derviche. Ce chapitre souligne également la persévérance de Candide dans sa quête pour retrouver Cunégonde et son refus de renoncer à son amour pour elle. Dans le 12e chapitre de Candide et Cunégonde sont poursuivis par les autorités turques après que Candide ait tué Don Issachar. Ils sont obligés de fuir Constantinople avec l'aide de Cacambo et de la vieille. Ils se dirigent vers les montagnes de la Turquie, où ils rencontrent un groupe de janissaires, soldats d'élite de l'Empire ottoman. Les janissaires, qui cherchent à recruter de nouveaux membres, offrent à Candide et Cacambo la possibilité de se joindre à eux. Candide refuse, convaincu que la guerre et la violence ne sont pas des solutions durables pour résoudre les conflits. Le groupe poursuit son voyage et arrive finalement en Europe. Ils font une halte en Espagne, où ils sont arrêtés pour avoir porté des vêtements turcs et sont menacés d'être brûlés vifs. Cependant, ils sont finalement sauvés par un gouverneur espagnol, qui reconnaît Candide et lui offre sa protection. Candide est ensuite confronté à un dilemme moral lorsque la vieille lui révèle que Cunégonde a été violée et mutilée par les Bulgares, et que sa beauté a été altérée. Candide doit alors décider s'il doit ou non continuer à aimer Cunégonde malgré sa nouvelle apparence. Finalement, Candide décide de rester fidèle à Cunégonde, quelle que soit son apparence. En somme, le chapitre 12 de Candide met en évidence la poursuite de Candide pour échapper à la justice après avoir tué Don Issachar. Il souligne également la persévérance de Candide dans sa quête pour retrouver Cunégonde, malgré les difficultés rencontrées en chemin. Enfin, le chapitre pose la question morale de savoir si l'amour peut survivre à des changements physiques majeurs, renforçant ainsi le thème de l'amour et de la loyauté dans le roman. Dans ce chapitre,
Candide et ses compagnons arrivent en Turquie et rencontrent le frère de Cunégonde, le baron Thunder Tentronck, qui s'est converti en moine musulman. Le baron raconte son histoire à Candide, il a survécu à la guerre et a été vendu comme esclave à un prince musulman, qui l'a converti à l'islam. Le baron est maintenant un homme heureux et épanoui dans sa nouvelle religion, et il tente de convaincre Candide de faire de même. Candide refuse de se convertir, mais il est impressionné par la sagesse du baron et par sa capacité à trouver du bonheur malgré les épreuves qu'il a traversées. Le groupe décide de rester un certain temps en Turquie pour se reposer et réfléchir à leur avenir. Cependant, ils sont bientôt confrontés à de nouveaux problèmes. Cunégonde est enlevée par un gouverneur turc, et Candide est contraint de fuir pour sauver sa vie. Le chapitre 13 est important car il montre la transformation du baron, qui a réussi à trouver un nouveau sens à sa vie malgré les tragédies qu'il a vécues. Il introduit également un nouveau rebondissement dans l'histoire, avec l'enlèvement de Cunégonde, qui donne une nouvelle impulsion à l'intrigue et incite les personnages à agir. Dans ce chapitre, Candide et ses compagnons parviennent à Eldorado, un pays qui, selon le récit, ressemble à un véritable paradis terrestre. Ils sont émerveillés par la richesse et la beauté du pays. Tout y est en abondance, l'or, les pierres précieuses, les fruits, les légumes, les animaux et les oiseaux. Cependant, ils découvrent que les habitants d'Eldorado n'attachent pas une grande valeur à l'or et aux pierres précieuses, qu'ils utilisent simplement pour décorer leurs bâtiments et leurs jardins. Ils sont également surpris de constater que tout le monde est éduqué et instruit dans ce pays, et que l'égalité règne. Candide est alors confronté à une autre vision du monde, différente de celle qu'il a connue jusqu'à présent. Il se rend compte que la richesse matérielle n'apporte pas nécessairement le bonheur, et qu'il est possible de vivre heureux sans posséder de grandes richesses. Après avoir passé un certain temps à Eldorado, Candide décide de repartir pour l'Europe avec quelques pierres précieuses. Mais il se rend compte que l'or et les pierres précieuses n'ont pas autant de valeur en Europe qu'à Eldorado. Candide se rend compte que la valeur des choses n'est pas universelle et que les différentes cultures peuvent avoir des visions différentes de la richesse et de la valeur. Dans ce chapitre, Candide et Cunégonde décident de partir pour l'Amérique afin de vivre en paix et en toute liberté.